ragtime. Voici donc la Nouvelle-Orléans. Un petit détour par l'histoire géo, parce que ça, tout a une importance. La Nouvelle-Orléans, port ouvert sur le golfe des Caraïbes, qui a toujours été sujet à des métissages, à des mélanges de populations. C'est une ville d'un climat subtropical, donc avec une possibilité de passer du temps dehors toute l'année, ce qui a aussi son importance. Et en ce qui concerne l'histoire de la Louisiane, vous savez sans doute qu'elle a été conquise par les Français. New Orleans, c'est référence au régent Philippe d'Orléans. Elle est passée espagnole pendant un temps de son histoire pour revenir française et finalement pour être vendue au jeune État américain par Napoléon. Alors, les conséquences, me direz-vous, de cette affaire, eh bien, il y en a une importante, c'est que c'est le seul État catholique du sud des États-Unis, et au niveau des mentalités, ça se dénote pas mal de la rigueur des États protestants environnants, de deux manières. Déjà, il y avait une relative libéralité quand même, dans le sens que les esclaves avaient le droit de se réunir une fois par semaine, le dimanche, sur Congo Square, et ils jouaient de la musique jusqu'au coucher du soleil depuis très très longtemps. La deuxième conséquence de ce libéralisme relatif concerne cette fois-ci les mœurs. Ça veut dire qu'il y avait un contingent important de métis, et que ces enfants, dont le père était évidemment blanc et riche, comme on peut s'en douter, offraient à leurs enfants une éducation, et en particulier une éducation musicale. Pour peu, bien entendu, qu'ils aient eu le bon goût de naître de sexe masculin, il ne faut pas non plus exagérer. Et donc, il est admis que cette confrontation, cette émulation entre la communauté métisse qui savait lire la musique et la communauté noire qui jouait d'oreille aura été un terreau fécond pour l'éclosion du jazz. Je précise aussi, là, pour certains petits malins, que ça ne veut pas dire que le jazz est né parce que les Français étaient des chauds lapins. Je n'ai pas non plus dit ça. Donc, arrivé à ce stade-là, on prend un shaker, on met tous les ingrédients, le blues, tout ce dont on a parlé, les métis, le brassage de population, etc. On secoue fortement, on enlève le chapeau, et qu'est-ce qu'on constate? On constate une grande effervescence. Et c'est l'effervescence musicale qui règne à la Nouvelle-Orléans à cette époque-là. Ça joue partout, ça joue dans les bouges de Storyville, ça joue dans la rue où se constituent des brass bands
qui ont récupéré les instruments abandonnés par les fanfares de la guerre de sécession. Ça joue pour les mariages, ça joue pour les enterrements, ça joue sur les bateaux à aube qui remontent de Mississippi. Ça joue dans les salons bourgeois où on s'essaye à cette nouvelle musique qui s'appelle le ragtime. Et le roi, l'instrument roi de la Nouvelle-Orléans à l'époque, c'est la trompette, plus exactement le cornet à piston. Et le roi de l'instrument roi, eh ben, il s'appelle King, forcément, c'est King Oliver. Et c'est le roi de la Nouvelle-Orléans jusqu'à ce qu'il rencontre un jeune gamin qui a appris à jouer du cornet en maison de correction à l'âge de 12 ans et qui s'appelle Louis Armstrong. Et King Oliver va prendre Louis Armstrong sous son aile et évidemment très rapidement l'élève va dépasser le maître. Et là je fais un raccourci rapide. Dans ces années-là, il va y avoir des flux migratoires vers le nord des États-Unis à la faveur de la révolution industrielle. Les musiciens ne vont pas échapper à ce phénomène, attirés en particulier par les studios d'enregistrement de Chicago. Et c'est donc à Chicago que vont être gravés les premiers chefs-d'œuvre de l'histoire du jazz par Louis Armstrong et son Hot 5 puis son Hot 7. Le premier enregistrement de l'histoire du jazz aura été fait préalablement par un orchestre blanc, original Dixieland Jazz Band, mais qui n'est resté célèbre que pour ça. Par la suite, Louis Armstrong va avoir une carrière mondiale, va être adulé comme une star, enfin il va vendre plus de disques en 66 que les Beatles avec Hello Dolly. Et bref, c'est le premier symbole et pour certains encore le grand symbole du jazz. Je vais citer deux autres jazzmen de la Nouvelle-Orléans, de style New Orleans en tout cas, parce qu'il faut évidemment faire vite. Donc je vais quand même citer Sidney Bechet, un créole donc de la Nouvelle-Orléans également, qui était également un très très grand musicien de jazz. Il a fini sa carrière en France avec une dérive un petit peu commerciale, Petite Fleur, Les Oignons, Les Rodentilles, etc. Mais c'était un très très grand musicien qui va lui aussi connaître une renommée internationale. Et bon, j'ai bien dit que le jazz était une invention des Noirs, mais je vais citer un blanc également de ce genre de New Orleans, parce que très rapidement, il y aura toujours eu des grands musiciens blancs à s'intéresser à cette musique. Et là, je vais dire deux mots de Bix Beiderbecke, surtout parce qu'il représente peut-être un prototype de musicien blanc qui aura su créer sa propre voix sans essayer de faire comme les Noirs. Armstrong était inimitable, mais Bix Beiderbecke a réussi à faire un style à lui, avec une sonorité plus feutrée, plus romantique. Il inaugure aussi, malheureusement, une série de poètes maudits du jazz, puisqu'il va mourir alcoolique à 29 ans. Un petit mot sur le style typique de New Orleans. L'orchestre de New Orleans typique, c'est un sextet. Donc il y a une basse avant en général, un hélicon, tu vois, des éléments de percussion ou un washboard, planche à laver avec des dés, et un banjo. Et comme soufflant, il y a donc la trompette ou le cornet, le trombone et la clarinette. Alors, la trompette mène le thème, la clarinette fait des arabesques dans l'aigu, le trombone ponctue dans le grave à coups de coulisses. Ensuite, il y a une caractéristique particulière de New Orleans, c'est l'improvisation collective, une coda bien faite, et tout le monde est content. Un mot avant de terminer le chapitre de New Orleans, je vais dire un mot quand même sur Armstrong, premier grand génie du jazz. Il avait la plus belle sonorité, le plus beau vibrato. Il a transformé le jeu de la trompette en le faisant monter dans des registres inconnus jusqu'à-là. Il avait un placement rythmique impitoyable, fait de mélange de rigueur et de décontraction qu'on va appeler le swing. Bref, quand on a dit tout ça, on a essayé d'approcher de la réalité, mais on n'a rien compris. Ben, c'est le propre des génies et il garde une part de mystère. Alors, certains ont eu recours à l'abstraction lyrique en disant bon, c'est le souffle des esclaves qui passe par la trompette d'Armstrong. Moi, j'ai, à l'occasion des événements de cet été, j'ai une autre formule. Je vais dire Armstrong
c'est une petite note pour l'homme, une musique de géant pour l'humanité. J'en suis pas mécontent, mais maintenant je vais largement faire moi le malin, parce que à deux, on va pas faire de New Orleans, donc j'ai prévu d'essayer, en réclamant par avance toute votre indulgence, de jouer l'introduction que jouait Armstrong a cappella sur le West End Blues. C'est court, mais c'est beau. Et c'est ainsi que nous voilà arrivés autour des années 30. C'est marrant, l'histoire du jazz se découpe assez régulièrement par décennie. Bon. Alors, 1930, le contexte économique, donc c'est la crise de Wall Street, c'est la prohibition, donc la contrebande, donc la corruption, etc. C'est la pègre. C'est aussi l'époque des grands clubs, le Cotton Club, Village Vanguard, toute cette mythologie qui a été reprise par le cinéma américain.